Mais d'abord, vous nous avez rejoint, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Un premier sentiment, un premier regard sur ces images. Elles sont extrêmement impressionnantes. Il faut imaginer les allées et les retours d'angoisse que subissent ces gens depuis plusieurs heures maintenant. C'est pas des allers-retours, c'est de la torture. Ces gens, ces 50 000 personnes rassemblées, subissent une torture psychologique et morale qui, moi, me bouleverse et qui, j'espère, bouleverse tout le monde. Le talent qu'a le Hamas à doser l'espérance et la souffrance, la ratification de l'accord et son retrait, il y a quelque chose d'une perversité assez radicale et assez inouïe dans l'histoire des prises d'otages. Imaginez un Mohamed Merah ou un autre preneur d'otages qui aurait joué ainsi sur le clavier de nos émotions et des émotions des familles. C'est atroce ce qu'on voit, ce à quoi on assiste ce soir. Y a-t-il ici le risque que l'on tombe dans un piège ? Évidemment pour de bonnes raisons, et évidemment tout le monde se réjouit de celles et ceux qui rentrent, mais un piège qui est tendu par le Hamas à Israël. Depuis le premier jour, le piège a été tendu. Et le premier piège, c'est celui qui a pris dans le piège les habitants des kibboutz, de Be'eri, de Kfar Aza, et qui les a précipités dans l'enfer. Le piège, c'est le pogrom, et c'est ce crime abominable qui continue d'une certaine manière aujourd'hui, avec cette espèce de torture morale qui est infligée aux familles, qui est infligée aux otages israéliens qui apparemment sont au bord du point de contact de Rafah et qui ne savent pas encore s'ils remonteront dans les bus ou s'ils repartiront dans le convoi vers leur lieu de détention. Bien sûr que le piège est là. Oui. Il faut rappeler l'enchaînement des dernières heures. On apprend d'abord, ça a été annoncé sur LCI par Rafovis, porte-parole de l'armée israélienne, que l'accord était bloqué. Il y a eu ensuite cet ultimatum d'Israël disant si l'accord n'est pas débloqué, les opérations pourraient reprendre dès minuit. Ensuite, l'Égypte dit la médiation a repris. Et maintenant, on apprend que les familles israéliennes des otages ont été informées des prochaines libérations. Elles sont invitées à se rendre dans les hôpitaux pour les rencontrer. Tout ça, évidemment, sous conditionnel parce que, comme vous le dites, à tout moment, le Hamas peut arrêter. Premièrement, le Hamas n'a pas de parole. On le sait. Comme toutes les organisations terroristes, il n'a pas de parole. Et deuxièmement, il prouve une fois de plus, là, qu'ils sont d'une perversité sans limite. Ils feront ce qu'ils pourront jusqu'au bout pour torturer les otages, leurs familles, les opinions et nous tous. Voilà. Donc, bien sûr qu'on aura... Et je pense qu'il faut d'ailleurs être très prudent. Jusqu'à 23h, heure française, on risque de voir encore ces allers-retours et ces dépêches qui vont tomber, ces breaking news, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, la nature islamiste du Hamas, vous avez écrit des livres importants là-dessus, sur ce que vous avez appelé parfois le mélange de fascisme et d'islamisme. Il y a eu beaucoup de culpabilité dans l'histoire israélienne et palestinienne, mais là on a affaire à un ennemi particulier pour Israël, qui est l'ennemi islamiste. Oui, bien sûr, c'est pour Israël et pour le reste du monde, comme Daesh hier, et comme Al-Qaïda avant-hier, et comme les islamistes algériens avant-hier, et comme les islamistes iraniens qui ont lancé le mouvement en 1979. Il y a aujourd'hui, on fait face à une bataille politique d'une immense violence, en effet, entre la démocratie et le fascisme d'aujourd'hui. Pas entre l'Occident et le reste du monde, mais y compris dans le reste du monde, y compris dans le monde arabo-musulman, une lutte à mort entre ceux qui veulent vivre dans une société de liberté, qui veulent que les femmes soient respectées, qui veulent la liberté de penser, et puis les autres, à l'intérieur du monde arabo-musulman. Vous avez cette ligne de fracture qui est vraiment la ligne de fracture de notre temps. C'est une guerre terrible, impitoyable. De ce point de vue-là, ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que ça vous inquiète ? C'est-à-dire que nous sommes face à un mouvement, le Hamas, qui réussit, vous le disiez, à dresser un piège, à dicter son tempo, à parler. En fait, on parle au Hamas, pas directement, mais via le Qatar, via l'Égypte, on entre un peu dans son jeu. Mais bien sûr, vous savez, malheureusement, l'histoire n'est pas un conte de fées.
Et ce serait mentir que de nier que les démocraties, les démocrates dans le monde arabo-musulman sont aujourd'hui sur la défensive. Moi, j'aimerais pas être aujourd'hui un journaliste turc. J'aimerais pas être aujourd'hui une femme iranienne. Je n'aimerais pas être aujourd'hui un esprit libre en Tunisie. Tout cela sont menacés par cette espèce de transformation du Hamas en héros de je ne sais quelle résistance, alors que ça, ce sont juste des nazis. Est-ce que ça, c'est un cap? Rappelons-nous le groupe État islamique. Personne n'imaginait parler au groupe État islamique, même indirectement. Ça s'est fait parfois dans des cas très particuliers de prise d'otages, mais très... Or, ici, on voit qu'en réalité, on est entré dans une logique où le Hamas est un interlocuteur. Rira bien qui rira le dernier. On verra. Mais c'est vrai qu'un cap a été franchi. Quelques voix se sont élevées à l'époque de Daesh pour dire qu'on devrait signer un armistice avec Daesh. Ils ont été dit, ceux-là se sont disqualifiés. Quelques-uns ont dit à 20 ans qu'il fallait négocier avec Al-Qaïda. Et encore une fois, ceux qui connaissaient Al-Qaïda de près savaient bien que c'était une position absurde et moralement intenable. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment pour l'instant que le Hamas est dans cette position-là. Oui, bien sûr, c'est vrai. On verra la fin de l'histoire. Dans la mémoire du peuple juif, comment est-ce que vous marquez ce moment précis, cette foule immense qui attend le retour d'otages? Ils sont là depuis plus de 50 jours. Dans le présent du peuple juif, c'est un moment atroce, encore une fois. Et franchement, cette attente... Cette anxiété, ce supplice chinois, ce goutte à goutte et cette interruption même du goutte à goutte, tout cela est horrible. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans l'histoire du peuple juif ou du peuple ou de la nation israélienne, c'est un moment de communion, c'est un beau moment. Ceux d'ailleurs qui spéculaient sur une division définitive de la société israélienne, ceux qui pensaient que le consensus démocratique était brisé à cause des justes manifestations qui avaient lieu tous les samedis jusqu'au 7 octobre contre la réforme judiciaire. Ils en sont pour leurs frais. Là, dans cette foule, vous avez la droite et la gauche. Vous avez les Sabra et ceux qui ont fait leur alliance, leur alia récemment. Vous avez les partisans et les adversaires de Netanyahou. Tous oublient leurs différends et ils communient là, sur cette place, rebaptisée place des otages, dans l'espoir de voir revenir les bébés, de voir revenir les enfants et de voir revenir jusqu'au dernier chacun des otages. C'est ça la question d'aujourd'hui. On a entendu Joe Biden hier qui avait des accents assez inédits. Alors, il a rappelé les deux États, il a tenu à adresser un message aux Palestiniens en parlant des victimes palestiniennes civiles innocentes. Mais il a aussi laissé entendre que ça pourrait durer, donc que la trêve pourrait durer, ce qui n'est pas la position d'Israël. Est-ce que la possibilité existe que les États-Unis fassent pression sur Israël? Écoutez, pour l'instant, Joe Biden se conduit admirablement. C'est comme disent parfois les Juifs, c'est un mensch. Voilà. Il se conduit magnifiquement, avec une rigueur morale, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle soit électoralement le jour venu, utile et payante pour lui, mais une rigueur morale extrême. Après, voilà, il fait son métier de grande puissance, de chef d'une grande puissance, il fera pression pour ceci ou pour cela, c'est vrai, bien sûr. Vous avez souvent dit, moi je suis pro-américain, hein, vous assumez, vous, d'être pro-américain. Il n'y a pas tellement de Français qui l'assument de cette façon-là. Parce que, en effet, je suis pro-démocratie et pro tout ce que l'Amérique incarne, et accessoirement l'anti-américanisme, cette haine de l'Amérique comme telle, dont on croit aujourd'hui que c'est une idée de gauche, une idée progressiste, est en vérité, pour quelqu'un qui a un peu d'oreille et qui connaît l'histoire idéologique de l'Europe, c'est une idée qui naît et qui emporte les échos jusqu'aujourd'hui à l'extrême droite. C'est dans les années 30, c'est les philosophes bientôt nazis comme Martin Heidegger et les écrivains fascistes ou qui seront bientôt pétainistes comme Drieu-La Rochelle et d'autres qui ont la haine de l'Amérique chevillée au corps comme une espèce de rage. Donc moi j'ai un réflexe, dès que j'entends ça,
cette espèce d'anti-américanisme pavlovien, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire la haine de la démocratie, ça veut dire la haine d'une nation supposée artificielle, composée par des pionniers, et cela veut dire le racisme, nation avec des très fortes minorités, notamment noires, et l'antisémitisme, nation supposée aux ordres d'un lobby sioniste. Le temps peut-il venir où les États-Unis, non pas lâcheront Israël, ça certainement pas, mais se distanceront d'Israël? Beaucoup de voix, il y a très longtemps, même déjà Golda Meir s'inquiétait de ce moment-là où petit à petit les États-Unis pourraient se retirer un peu. Ce qui peut venir, et ce que j'ai senti il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait American Vertigo. Et ce que je sentais, c'est que le moment pourrait venir où une part grandissante de l'opinion américaine ne comprendra plus très bien ce qu'Israël veut dire. On le voit maintenant chez un certain nombre de jeunes Américains. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils sont antisémites, mais je crois en revanche que pour eux, l'existence d'Israël n'a plus cette nécessité politique, démocratie, morale, nation de survivants, et peut-être symbolique qu'elle avait pour les générations précédentes. Il y a ce risque aux États-Unis d'un grand retour, oui, d'un lent mais grand retournement philosophique dans l'opinion, c'est vrai. Beaucoup de précisions nous arrivent minute par minute. L'ampleur de la manifestation, vous disiez 50 000, il l'était au départ 100 000 personnes maintenant, ça donne une idée de l'intensité de ce que vivent ces personnes qui sont rassemblées ici à Tel Aviv. Joe Biden, vous en parliez, il s'est entretenu avec l'émir du Qatar, il téléphone à tous les acteurs de la crise, y compris évidemment les Égyptiens. Il joue ici et on voit à quel point les États-Unis dont on parle sont au centre, un rôle clé. En tout cas, pour un vieux monsieur dont tout le monde mettait en question les qualités intellectuelles, honnêtement, il est assez infatigable. Voilà. Et il joue un rôle clé, bien sûr, et je m'en réjouis. Ce que veut dire aussi les 100 000, là, les 50 000 devenus 100 000, c'est encore autre chose. Ça, c'est une qualité d'Israël, c'est cet amour de la vie. Vous savez, dans toutes les démocraties, il y a une grande question. Est-ce qu'on négocie avec les preneurs d'otages ou pas? Vous savez, il y a des pays, la Grande-Bretagne, où on refuse de négocier, quoi qu'il en coûte. Position de Thatcher. Position de Thatcher, position de principe. Voilà. Pays comme la France, position de principe, on ne négocie pas. En réalité, on négocie sans le dire. Par derrière. Israël, dans l'ADN du pays, dans sa culture, dans son récit national, chaque vie est sacré. Voilà. Et c'est vrai que les Israéliens, c'est ça que dit la manifestation de ce soir, sont prêts à tout, y compris en effet à négocier avec des maîtres chanteurs néo-nazis pour ramener quelques dizaines de personnes, les 13 de ce soir. Que répondre à ceux, vous les citez, c'était la position de Margaret Thatcher qui disait on ne parle pas avec les preneurs d'otages, c'est faire une sorte de précédent qui fait qu'après, ça ne s'arrêtera jamais. Un certain nombre de députés, notamment d'extrême droite israéliens, qui ont la même position, encore aujourd'hui, en disant c'est une erreur de traiter avec le Hamas. C'est un dilemme absolument tragique, comme dans les... Je ne sais pas, comme dans les tragédies antiques, c'est un dilemme absolu. Mais je crois personnellement que pour sauver un bébé, pour rassembler et pour réunir une famille, en effet, à peu près tout est possible, bien sûr. Comment vivez-vous les indignations tellement sélectives? On voit à quel point dans la société française y compris, des gens sont émus par ces images et les autres disent tout de suite « Ah oui, il y a ça, mais... » il y a ce qui se passe à Gaza. Et on a l'impression souvent que c'est difficile de penser les deux à la fois. Il faut pourtant penser les deux à la fois. Il faut penser en effet ce qui se passe à Gaza. Et il faut penser aussi le féminicide de masse qui a eu lieu le 7 octobre. Les femmes violées, éventrées, souillées, transportées comme des paquets à l'arrière de pick-up avant d'être à nouveau violentées. Il y a eu là, le 7 octobre, sur l'échelle du crime moderne, là aussi un cap qui a été franchi. Il faut penser ça aussi. Il faut penser les deux à la fois. La haine, le déchaînement de haine qui continue jusque dans la gestion de ces otages. Il faut rappeler que beaucoup de ces enfants qui sont rentrés hier
les soldats israéliens avaient pour mission de ne pas leur dire ce qui s'était passé parce qu'ils ont, pour certains d'entre eux, perdu leurs parents. Bien sûr, mais ça c'est un déchaînement de tragique. Et le déchaînement de haine, il est dans nos rues. Quand ou dans les rues de New York, mais de Paris aussi, quand on voit des ignorants qui ne prennent même pas la peine de se renseigner, qui sont aveuglés par une rage et une haine terrible, qui arrachent les affiches, qui arrachent les visages des enfants des rues de Paris. Franchement, c'est une chose que nous n'avions jamais vue et que je n'aurais pas imaginé. En général, quand il y a une affiche qui ne vous plaît pas, dans une rue de Paris, on pose une autre affiche. Vous en mettez une autre par-dessus. Hein, c'est ce qu'on voit. C'est vieux comme l'affichage politique. C'est vieux comme l'affichage politique. Je serais indigné d'ailleurs si on le faisait, si on recouvrait le visage des 2 petits enfants HR qui ont été libérés hier par d'autres. Mais là, c'est même pas ça. C'est un arrachage pur et simple. C'est une espèce d'agression au visage de ces enfants ou de ces adultes suppliciés dont je ne connais pas d'autres cas. De ce point de vue-là, est-ce que pour l'Israël et pour le monde juif, les choses empirent? On voit à quel point le discours selon lequel le monde juif est le monde des colons, le monde des blancs aussi. On voit à quel point la dimension de la couleur de peau est en train de compter dans cette crise, à l'échelon mondial. À l'échelon mondial, chez les racistes, là encore, depuis quand est-ce que la couleur de peau doit être le discriminant et le paramètre qui doit guider nos jugements? Et 2, chez des imbéciles. Est-ce que c'est seulement les racistes et les imbéciles, mais tous ceux qui tiennent le discours anticolonial en disant, et répondez à cette objection-là qu'on entend tellement dire que Israël a été au fond la suite d'une histoire occidentale coloniale? Non, Israël a été le début d'une histoire de décolonisation. La naissance d'Israël, c'est quoi? C'est un peuple qui se soulève contre un empire, l'empire dominant de l'époque qui était l'empire britannique, et qui obtient de se libérer, qui obtient une nation décolonisée. Par la force, par l'intelligence, par le charisme de David Ben Gourion, par l'effort des pionniers d'Israël, par l'image aussi d'ailleurs des rescapés de la Shoah sur des bateaux comme Exodus qui étaient baladés d'un port à l'autre. Il y a eu tout ça et il y a eu une décolonisation. C'est tellement là encore ne rien savoir de l'histoire que de dire la couleur de peau c'est idiot. Vous m'avez interrompu, il suffit de passer 24 heures à Tel Aviv pour voir honnêtement que toutes les couleurs de peau, si j'ose dire, y sont représentées, évidemment. Mais l'idée de faire d'Israël un fait colonial, c'est une espèce de narration comme ça qui s'est infiltrée dans les esprits, qui finit peut-être par dominer certains et qui est incompréhensible. C'est tellement le contraire. Et pourtant, ce récit est-il en train de progresser dans la région, dans le monde, y compris dans les opinions ici en France et aux États-Unis? Il progressera si on continue d'avoir des responsables politiques à la France insoumise, si on continue d'avoir des leaders d'opinion qui le véhiculent, si on continue de ne pas enseigner l'histoire. L'histoire du Proche-Orient. Voilà, c'est bien sûr qu'il progressera. L'ignorance est le chemin souvent de tous les crimes. Vous avez cité spontanément la France insoumise. Il fut un temps où, quand on parlait du combat du monde juif contre ses ennemis, on citait spontanément la droite nationaliste. Vous le disiez, historiquement, c'est quand même là que ça se passe. Or, aujourd'hui, spontanément, c'est intéressant. La première réponse, c'est plutôt l'extrême gauche. Oui, aujourd'hui, ces dernières semaines, c'est plutôt l'extrême gauche. Les autres, en effet, y compris certainement des femmes et des hommes qui ne se sont pas débarrassés de cette haine-là, se sont obligés à une certaine décence. Est-ce que ce mouvement vous inquiète? L'autre jour, on a vu Geert Wilders, le nationaliste néerlandais, très violemment anti-islam, pas seulement anti-islamiste, mais anti-islam, qui a dans son bureau, il a les couleurs néerlandaises et il a à côté ça le drapeau d'Israël. Et il tient ce discours qu'on entend beaucoup dans la droite nationaliste un peu partout. Au fond, Israël est du côté de l'Occident, conquérant en tout cas de l'Occident face au monde arabo-musulman. Si vraiment on en était réduit à penser ça, je serais inquiet. Parce que moi, je ne suis pas anti-islam. Moi, je suis pour que
tous ceux qui, en islam, croient en la démocratie. Je suis pour que les femmes iraniennes qui arrachent leur voile gagnent, et je crois qu'elles peuvent gagner. Mais Bernard-Olivier Bourguin, c'est une des clés de ce qui se passe. On l'observe là dans la classe politique aujourd'hui, dans les mouvements de fond. Évidemment, il y a une partie de la droite nationaliste qui avait des réflexes parfois antisémites, qui aujourd'hui, au contraire, est tellement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça chacun jugera, obsédée par l'immigration qu'elle a changé de camp en quelque sorte. D'abord, une partie, quid de l'autre partie. Je ne veux pas sonder les cœurs et les reins, mais enfin on verra. Il y a aussi sûrement beaucoup de malentendus là-dedans. Et voilà, tout ça est une bataille, en effet, une bataille idéologique, philosophique et puis existentielle qui se joue. Et il y a sûrement des retournements d'alliance. Mais ce que je dis... C'est comme aux États-Unis au moment de l'élection de Donald Trump. Je disais à mes amis juifs américains, à mes amis américains soucieux du non-juif, je leur disais, bon, toute alliance est bonne à prendre, bien sûr, mais faites attention. Trump est aujourd'hui un des plus forts défenseurs d'Israël. Il est parmi ceux, comme Orban d'ailleurs. Orban, Trump, qui disent transférer l'ambassade à Jérusalem, que la France et d'autres ne veulent pas, n'est-ce pas? C'est un fait. Oui, mais je crois qu'il y a aussi toute une dimension du trumpisme. Il faudra le rappeler si réellement il est candidat à la succession de Joe Biden. Il y a toute une dimension du trumpisme qui dit le contraire. Il y a des suprémacistes blancs aux États-Unis qui sont toujours des antisémites enragés. Il y a des nostalgiques ou des militants du Ku Klux Klan qui ont été parmi les premiers à l'époque, il y a 7 ans, à applaudir à l'élection de Donald Trump, qui sont des antisémites fous furieux. Donc, tout ça, vous savez, quand les conversions ne sont pas gagées sur un changement profond et sur une intelligence réelle des raisons pour lesquelles on le fait, elles sont en général, malheureusement, elles ne sont que provisoires, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Est-ce que la France doit bouger dans cette grande recomposition? Alors, une partie de la droite nationaliste qui est devenue plus pro-israélienne que dans le passé, etc. Voilà, tout bouge. Et la France a bougé. Interview d'Emmanuel Macron où il rappelle en des termes assez inédits la souffrance des Palestiniens, bien réelle, des milliers de morts palestiniens dans des bombardements, etc. Est-ce que c'est un mouvement qui vous paraît bon? Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait bougé. Vous savez, je vous renvoie à une interview du chef de l'opposition, M. Lapide, dans le Point de cette semaine. Il dit très justement, la position de la France, il faut la voir comme un tout. Macron est allé en Israël. Il a embrassé le Premier ministre. Il a pris parti fondamentalement pour Israël. Il a aussi parlé de cessez-le-feu, trêve humanitaire puis cessez-le-feu, ce qui, évidemment, est complètement refusé, en tout cas l'était jusqu'à présent, par Netanyahou et par les autres. Et d'une part, et d'autre part, en effet, la France ne parlait pas de cessez-le-feu quand il s'agissait de bouter Daesh hors de Mossoul et de Raqqa. On pensait qu'il fallait aller jusqu'au bout, qu'il fallait libérer les villes arabes ou arabo-musulmanes de Mossoul et de Raqqa, ça veut dire de l'emprise de Daesh. Pour qu'on comprenne bien, pour vous, ça reste une erreur d'inciter Israël au cessez-le-feu. C'est une question qui va se poser là. Après tout ce qui est en train de se passer, certains diront, bon, poursuivons la trêve et puis allons même au cessez-le-feu. Moi, je suis pour autant de trêves qu'il sera nécessaire pour libérer jusqu'au dernier les otages. 1. Et après 2. Je pense que Hamas, c'est comme Daesh, c'est comme Al-Qaïda. Il faut en effet réduire leur influence considérablement. Il faut casser leur structure de commandement. Il faut mettre hors d'état de nuire et, si possible, juger, ce serait mon rêve, traduire devant des tribunaux pénaux internationaux les chefs du Hamas. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que, franchement, Darius Rochebin, est-ce que vous avez entendu un responsable occidental ou un esprit animé par l'idéal démocratique qui, à l'époque de Daesh, disait attendez, cessez le feu, arrêtons les Kurdes, qui à l'époque étaient en première ligne. Non, tout le monde souhaitait que l'Irak et que la Syrie soient libérés de Daesh. Et il y avait des bombardements, il faut le rappeler, y compris avec sur Mossoul, des civils qui mouraient. Je vous l'ai dit, je crois, un jour, j'ai vécu ça de près. J'ai tourné un film sur la libération de Mossoul, qui s'appelle La bataille de Mossoul. Donc j'ai vu ça. J'ai vu les bombardements sur Mossoul, qui n'étaient pas n'importe quelle ville, qui était en plus un joyau historique et un trésor de mémoire.
les alliés, les Occidentaux, c'était pas Israël, là. Alors peut-être que comme c'était pas Israël, en effet, personne n'y prêtait attention et personne n'y trouvait à redire. C'est possible. Mais là, ça s'appelle un deux poids et deux mesures. Quand on voit ce monde arabo-musulman qui change, alors il y a les extrémistes, Hamas, Iran, Djihad, Hezbollah, etc. Mais il y a ces régimes autoritaires qui ne sont pas des démocraties, mais qui s'installent, qui vont, entre guillemets, bien dans la relation avec les Occidentaux. Sisi, on lui parle ce soir, il est une des clés de ce qui est en train de se passer ce soir pour libérer les otages. Le Qatar, Al-Thani, autre clé. Qatar, on peut en discuter évidemment. MBS, l'Arabie Saoudite joue un rôle complètement décisif. MBZ, le patron des Émirats Arabes Unis. Ce monde-là, est-ce qu'il est en train de monter ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que même les pays que vous citez sont le théâtre d'affrontements intérieurs, de chocs d'opinion qu'on ne voit pas toujours, parce que c'est des régimes autoritaires, mais qui sont néanmoins très profonds. Ils sont riches, ils sont influents, oui. Ils sont toujours plus indépendants des États-Unis. Mais vous avez aussi des femmes qui rêvent de marcher librement. Vous avez des journalistes qui rêvent de pouvoir bloguer en paix. Donc vous avez les deux. Je ne sais pas cela. Je ne suis pas suffisamment familier des Émirats Arabes Unis, je n'y suis d'ailleurs jamais allé, mais je sais cela. Je sais que un pays comme celui-là est travaillé lui aussi par des forces progressistes. Est-ce que c'est le grand retour de la réelle politique ? Vous entendez ces Français, certains éminents, des Gérard Haraud, le diplomate, Dominique de Villepin, il sera notre invité demain sur ce plateau à 18h, qui disent ne nous méprenons pas. Ces puissances-là ne sont peut-être pas des démocraties, mais il faut traiter avec elles davantage que ce qu'on a pu croire. La question n'est pas de traiter, on traite avec tout le monde. La question c'est, est-ce qu'on veut les renforcer ou est-ce qu'on veut les affaiblir ? C'est ça la vraie question politique. Voilà, après, bien sûr qu'on traitera. Est-ce qu'on peut encore les affaiblir, pardon ? Vous croyez vraiment que la France peut affaiblir ces pays ? Je pense que si le Hamas est brisé, comme l'a été Daesh et comme l'a été Al-Qaïda, il y aura en effet un effet de souffle dans l'ensemble du monde arabo-musulman qui ira dans le sens des démocrates dont je vous parle, des démocrates du monde arabo-musulman et pas seulement d'Israël ou de l'Occident. Quel est le miracle du peuple juif ? Quand on regarde ces images, Bernard-Henri Lévy, Robert Badinter est notre invité il y a quelques jours, et on lui posait la question, mais le miracle de cette survie, c'est un des rares peuples qui a survécu à l'Antiquité, il a survécu à la diaspora. Et ça crée une fascination parfois, évidemment positive, d'admiration, mais aussi d'admiration jusque de rejet. Il y a ceux qui éprouvent une antipathie. Les antisémites, pour cette même raison, éprouvent des antipathies. Est-ce que c'est vraiment le moment de discuter des sources profondes de l'antisémitisme ? Je ne sais pas, mais bien sûr que vous avez raison. Il y a une sorte de rivalité mimétique vis-à-vis du peuple juif qui est dans bien des... C'était comme ça pour l'extrême droite. Qu'est-ce que disait Céline ? Qu'est-ce que disait Paul Morand ? Il ne disait rien d'autre. Céline, dans ses pires... dans les 3 pamphlets antisémites, L'école des cadavres, Bagatelle pour un massacre et Les beaux draps, il disait juste ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit peuple de couleur, de peau indéterminée, qui résiste depuis 3000 ans, qui n'arrive pas à se fondre parmi les nations, qui, malgré tous les coups reçus, garde la nuque raide. Céline, ça le rendait fou. Mais la nuque raide, expliquez ça, c'est ce que disait Badinter aussi, n'est-ce pas ? Cette forme-là, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Oui, dans la nuque Torah, raide, ça veut dire quoi, la nuque raide ? Oui, c'est chez les prophètes, oui, bien sûr. Ouais. La nuque raide, ça veut dire se tenir droit dans ses principes, fidèle à des commandements moraux, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps et quels que soient les lieux, bien sûr. Est-ce que vous vous sentez juif ? Oui, bien sûr, je me sens juif. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai un peu étudié la pensée juive, parce qu'elle fait partie de mon bagage philosophique, au même titre que la philosophie que j'ai apprise autrefois dans les grandes écoles que j'ai fréquentées. Parce qu'il y a là, dans la pensée juive et dans la morale juive, un trésor d'humanité, voilà. Et je me sens juif en ce sens-là, entre autres. On entend parfois chez les nationalistes, c'est pour ça que vous taquinez tout à l'heure sur ce thème-là, dire, mais voilà un peuple nationaliste, au fond, souverainiste en tout cas, qui a cultivé son identité
à travers les siècles, contre tous les aléas, contre tous ceux qui ont voulu l'empêcher, le dissoudre, etc. C'est pas justement, il y a une confusion. C'est pas du souverainisme. D'abord, c'était une diaspora. Ils étaient dispersés dans l'ensemble des nations. Pour un souverainisme, ça se pose là. Et lorsque le peuple juif s'est constitué en nation, en Israël, d'abord reconstitué une partie de ce peuple. Regardez Israël, c'est probablement le pays multi-ethnique, le pays multi-identitaire le plus réussi au monde. Parce qu'en effet, vous avez des gens qui viennent d'Europe, qui viennent de Russie, qui viennent des pays arabes, qui viennent d'Amérique latine, qui viennent des États-Unis. S'il y a bien un pays au monde où l'idée multi-ethnique ou multiculturelle a prospéré et a réussi à faire une nation, il y en a deux d'ailleurs pays. Il y a les États-Unis d'Amérique et il y a Israël. Raison pour laquelle d'ailleurs l'anti-américanisme et l'antisémitisme ont souvent partie liée. Parce qu'en effet, le substrat des deux haines, c'est ça. Le moment occidental, il y a ce lieu commun qui fleurit sur tous les plateaux. D'ailleurs, je crois que, je disais Dominique de Villepin, il le soutient, entre autres, à tort ou à raison, il sera demain notre invité. Le moment occidental a pris fin. Est-ce que vous le pensez ? Je ne le pense pas, parce que je crois que l'histoire universelle ne s'écrit pas comme ça. Rien n'est fatal, rien n'est joué, rien n'est décidé d'en haut. L'histoire, elle est ce que les femmes et les hommes en font. Et si vraiment le moment occidental, comme vous dites, s'interrompait, alors ce serait terrible, pas tellement pour l'Occident, parce que l'Occident, qu'est-ce qu'il ferait ? Il se claquemurerait, il se retrancherait derrière sa forteresse, les États-Unis redeviendraient définitivement isolationnistes, mais la tragédie, elle serait pour qui ? Elle serait pour les Kurdes, elle serait pour les Bangladeshis, elle serait pour ceux qui, en Tunisie, continuent, malgré la dérive autoritaire folle du régime, de croire en la révolution du jasmin. Tout cela, toutes ces femmes et ces hommes, dans le monde arabo-musulman qui veulent la démocratie, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils regardent en effet vers l'Occident, vers ce moment occidental, vers ces valeurs qui sont des valeurs universelles. Vous avez des mots très durs contre le mot totalitaire, multipolaire, pardon. On dit c'est le monde multipolaire, vous dites c'est le monde des dictatures en réalité. C'est le mot poli pour dire le monde des dictatures. Oui, le monde multipolaire, ça veut dire aujourd'hui ce monde qui croit en la liberté dont je vous parle, et en face, une alliance de circonstances, mais plus profondes qu'elle n'en a l'air, entre l'Iran, la Turquie, les dictatures sunnites, la Chine et la Russie. Et pourtant, quelle force Xi Jinping, il est au pouvoir. Poutine, il a survécu pour l'instant. Dieu sait, y compris sur ce plateau, on a souvent prédit sa chute, etc. Erdogan, réélu, fortement réélu. L'Iran, elle tient depuis 79. Est-ce que tous ces gens-là ne gagnent pas contre vous ? Ils perdent, ils gagnent. En effet, dans une bataille de ce genre, qui, encore une fois, ce serait simple si c'était la guerre des civilisations à la Huntington. Écoutez, je vous interromps, c'est le porte-parole de l'armée israélienne qui parle. On va continuer dans un instant. Bonne semaine. L'effort pour le retour des otages, c'est notre obligation et notre morale. Cet effort se poursuit ce soir et nous avertirons les familles et le public quand les choses se produiront. Il faut avoir de la patience, il y a une avancée, mais nous mettrons au point les choses lorsqu'elles se produiront. Nous menons une négociation par des intermédiaires avec une organisation cruelle. Rien n'est conclu jusqu'à ce que les choses se produisent réellement. Les intermédiaires, l'Égypte et le Qatar, travaillent pour la réalisation de l'accord sans cesse face au Hamas. Chère famille, la terrible pression auquel vous êtes soumis, ce manque de certitude est vraiment devant nous sans cesse. Notre cœur est avec vous. Il faut avoir de la patience, en dépit de toute cette pression. Nous mettrons au courant toutes les personnes intéressées, vous d'abord, ensuite le public par les médias, à chaque étape qui se produira, et ensuite le grand public à travers les médias. Nous vous tiendrons au courant
jusqu'à ce que les otages reviennent en Israël. Ne faites confiance que aux déclarations officielles. Question. Est-ce que la libération de demain est aussi en question à la suite de ce qu'on a vu? Avant le retard, on a dit que le Hamas était prêt à libérer plus de 50 otages. Nous sommes prêts à assurer les négociations jour après jour, nuit après nuit. Il faut être patient. Les choses ont été retardées. Les choses se produiront, et quand elles se produiront, nous avertirons, nous rapporterons ce qui se passe. Nous continuerons à assurer l'accord. Tout d'abord, il faut avertir les familles et ensuite on avertira les médias. C'est en ce qui concerne demain. En ce qui concerne la deuxième question, c'était quoi déjà? Les rapports selon lesquels il y aurait encore des otages libérés au-delà des 50. En ce qui concerne ce qui se produira après l'accord, là, nous mettrons au courant le public après que l'on saura que les choses ont été réalisées. Il faut se concentrer nuit après nuit sur la réalisation du but, aller de l'avant. Il y a une longue route. L'effort pour le retour des otages est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On le fera par les accords et par les étapes successives de la guerre. Est-ce que les personnes libérées vous ont donné des indications essentielles? Il y a beaucoup de questions là, une par une. Il y a un accord ici que nous avons mis en place, que nous réalisons. Je suis le porte-parole de Tsahal et en tant que porte-parole de Tsahal, je peux vous dire que nous réalisons l'accord tel que signé par l'État. Il y a des parties intermédiaires, l'Égypte, le Qatar, qui font leurs efforts pour que cela se produise tel que c'est signé. Il y a une organisation criminelle qui s'appelle le Hamas et qui fait ce qu'elle fait de son côté. Et nous avons résolu les questions et les problèmes pour le bien de l'accord et nous faisons des efforts énormes en dépit vraiment de cette émotion qu'il y a en ce moment. Nous voulons que les choses se poursuivent. Quelle était la deuxième question? Quelle est la ligne rouge si le Hamas n'accomplit pas sa partie de l'accord? Et question additionnelle, est-ce que vous avez eu des informations essentielles grâce aux personnes libérées? Dans le cadre de cet accord, nous sommes parfaitement en ligne sur les lignes de la trêve. Et donc, ne parlons pas maintenant de ligne rouge, nous agissons selon l'accord et nous n'avons pas à informer le Hamas de ce que nous allons faire. Nous agissons selon l'accord. Et il y a des parties tierces qui sont intermédiaires et si l'accord ne fonctionnera pas, nous ferons une évaluation et nous n'avertirons pas le Hamas par l'intermédiaire de médias. Et nous agirons comme nous avons agi jusqu'à présent dans la guerre. La question suivante, est-ce que vous avez eu des informations essentielles des personnes libérées? Toute personne libérée, nous la rencontrons, nous recueillons toutes les informations, on s'occupe de cette personne. Chacun et chacune a ses mémoires, ses souvenirs. Chacun nous dit ce qu'il a appris, ce dont il s'est souvenu, et nous n'allons pas parler de ce que nous avons appris.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les progrès ce soir? Quels sont les désaccords entre Israël et le Hamas sur les prisonniers qui doivent être, les prisonniers palestiniens qui doivent être libérés sur la durée des peines des Palestiniens qui doivent être libérés? Est-ce qu'il y a des informations concernant des tunnels palestiniens qui vont vers l'Égypte? Il y a un accord qui a été défini, nous en tenons à l'accord qui a été défini. Dans cet accord défini, il y a un aspect humanitaire. Par exemple, l'aspect humanitaire, c'est de l'aide humanitaire. Nous vérifions les camions qui arrivent ici grâce aux États-Unis, par l'Égypte, avec de l'équipement humanitaire, l'équipement que les Nations Unies et les organisations humanitaires emportent ici. En fait, cet équipement est fourni par les Nations Unies et par les organisations non gouvernementales. Tsahal n'a rien à voir là-dedans. Je ne sais pas exactement quelle est votre question. Nous nous en tenons à ce qu'il a été convenu dans l'accord. Nous réalisons notre partie de l'accord. Tant de camions qui peuvent rentrer, tant de prisonniers palestiniens, il y a des écarts, effectivement. Bon, dans l'accord de cette soirée, de cette nuit, nous avons progressé dans le cadre de ce qui a été signé. L'entrée des camions dans le sud de la bande de Gaza ou dans le nord de Gaza, c'est vraiment une décision des Nations Unies et des organisations humanitaires, pas la nôtre. Nous sommes prêts dans les points opérationnels sur nos lignes de la trêve. Toutes nos forces sont en train de se préparer, de se reposer pour les étapes suivantes de la guerre. En ce qui concerne les tunnels dont vous parlez, nous faisons un suivi de renseignements en suivant les dirigeants du Hamas, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Est-ce que Tsahal savait à l'avance que le Hamas retarderait la libération des otages ce soir? En ce qui concerne les renseignements qu'il y a eu, tout ce qui nous a été dit sur les alertes dans le sud, en fait, a été de fausses alertes. En ce qui concerne votre première question qui portait sur est-ce qu'Israël avait des connaissances concernant le retard de la libération? Il faut que le public comprenne. Hier, c'était la première nuit de ce processus complexe du retour des otages. Et tout le monde pensait que tout se produira tel que ça s'est produit hier. Il faut avoir de la patience. Chaque journée est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons véritablement des services de renseignement avec le Mossad, avec d'autres membres de la communauté de renseignement. Nitzan Alon a été nommé par le chef d'état-major pour être à la tête de ce service de renseignement spécial. Nous travaillons 24 heures sur 24. Nous voyons ce qui se produit pour s'assurer que les otages passent d'étape en étape et ensuite nous avertissons les familles et le public. Nous menons cela comme une opération militaire. Eh bien, je peux vous dire qu'il faut vraiment être patient. Je comprends la pression qui existe sur les familles, sur le public. Et je répète, il faut être patient.
Nous donnerons toutes les informations, mais on ne va pas donner des informations sur quelque chose qui ne se produit pas. Il faut faire attention à ce qui est dit dans les télévisions arabes. Tout le monde veut dire son mot, mais quand les choses se produisent, on vous donnera une annonce officielle. Est-ce que le retard que l'on a vu ce soir interviendra en défaveur de l'accord? Est-ce qu'il y a encore des écarts en ce qui concerne les jours à venir, ou est-ce que tout a été réglé? Rien n'est finalisé jusqu'à ce que les choses se produisent, même dans ce qui est dans l'accord. En fonction de ce qu'on a vu hier et de cette émotion énorme, il faut véritablement avoir jour après jour de la patience. On parle de choses qui se produisent au sein de Gaza, et ça lie la Croix-Rouge, l'Égypte, le Hamas. C'est un événement très complexe. Ça ne se produit pas, ça ne marche pas comme une horloge. Il faut attendre avec patience. Et ça ne veut rien dire en ce qui concerne demain ou après-demain. Nous ferons tout pour que les choses se produisent comme il faut, au mieux, pour que les gens rentrent au plus vite chez eux. Nous allons faire en sorte que cela se fasse. Mais c'est quelque chose de complexe, avec des acteurs très compliqués et à leur tête, une organisation terroriste cruelle, qui a ses propres buts, de mener une lutte psychologique et d'autres. Il faut donc avoir de la patience jusqu'à ce que les choses se produisent, et nous vous tiendrons au courant de façon officielle. Merci beaucoup. Bonne semaine. Voilà, cette déclaration d'Agari, le porte-parole de l'armée israélienne. Vous avez rejoint, colonel Goya, merci beaucoup d'être là. Vous êtes toujours avec nous, Bernard-Henri Lévy. Vous parliez du piège tout à l'heure. Il ressort, je trouve, dans cette déclaration où on sent l'extrême prudence de ce porte-parole de Tsahal, qui sait que la reprise, par exemple, des combats est piégée. Et on ne sait toujours pas, d'ailleurs, ce soir, ce qu'il en sera des otages. Pour l'instant, on le rappelle, les choses semblent avancer, et notamment la Maison-Blanche fait état de progrès décisifs, ces otages qui devraient finalement pouvoir être libérés. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le sang-froid de cet homme. Son calme, sa droiture et son sang-froid. Parce qu'en effet, une prise d'otage est toujours un piège, bien sûr. Mais c'est probablement la prise d'otage la plus diabolique et la plus complexe à laquelle on est assisté depuis qu'il y a des prises d'otages. On traite ici avec un mouvement islamiste, terroriste, assassin. C'est cette formule qu'on souligne ici, négociation via des intermédiaires, parce que c'est dur à avouer, mais de fait, on traite avec le Hamas. Oui, ça fait 20 ans qu'Israël traite avec le Hamas en réalité. On ne découvre pas aujourd'hui que c'est une organisation terroriste. Il faut se rappeler quand même, dans les années 90, les centaines d'Israéliens qui ont été tués par les attentats suicides. Entre deux, il y a 1200 morts. Oui, qui change évidemment la donne. Bien sûr. Mais de toute façon, oui, de toute façon, il faut, pas 36 solutions, hein, il faut traiter, pas directement, mais toujours traiter par les intermédiaires, bien sûr. Est-ce que ça a été une erreur historique d'Israël d'avoir contribué à soutenir le Hamas, disons les choses, pour abaisser l'autorité palestinienne? Bien sûr. Bien sûr, ça c'est une erreur fondamentale, même jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire en 2007, lorsque le Hamas prend le pouvoir dans la bande de Gaza, il y avait encore la possibilité, il y a les généraux israéliens qui proposaient d'intervenir et d'aider l'autorité palestinienne à combattre le Hamas, et ça a été refusé. Et au bout du compte, ça a permis au Hamas de s'installer, de former une sorte de proto-État et donc d'avoir accès à des ressources nouvelles qui ont permis d'accéder. Mais à l'époque, on croyait pouvoir contenir cette menace à distance. Et puis en fait, on s'aperçoit que non, cette menace, elle a cru en permanence et ça a abouti à une catastrophe. Erreur d'Israël, vous partagez ce bilan là-dessus, en tout cas? Non. J'entends ça souvent, en effet, qu'Israël aurait fait le lit du Hamas, qu'Israël aurait secrètement préféré voir le Hamas monter. Je ne sais pas bien sur quoi on se fonde là-dessus. Historiquement, vous êtes un très bon historien militaire, ça je le sais, je vous suis sur cette antenne et sur ce plateau très souvent depuis la guerre d'Ukraine. Mais je voudrais que les historiens se penchent, enfin j'espère, ils vont se pencher un jour sur cette question. Je ne sais pas de quoi on parle. Vous avez à Gaza, vous avez en Cisjordanie,
vous avez en effet un affrontement dont les opinions sont les acteurs. Vous avez une ligne de fracture qui traverse la population gazaoui. Vous avez des gens qui croient en effet aux idées véhiculées par le Hamas, et puis vous en avez d'autres. Il y en a 2 aujourd'hui ou hier, je crois, qui ont été exécutés et pendus à Gaza par le Hamas, parce qu'en effet, ils en ont marre de la dictature Hamas, et voilà, et vous avez les deux. Je suis pas sûr qu'Israël, là encore, vous voyez, on prête beaucoup d'intentions, beaucoup d'arrière-pensée et beaucoup d'influence à Israël. Les Gazaouis et les Cisjordaniens, à mon avis, sont assez grands pour avoir décidé eux-mêmes des termes de l'affrontement idéologique dont ils sont les acteurs. Oui, pas seulement. Moi, je me souviens très bien, j'étais en Israël au moment de l'évacuation de la bande de Gaza par les forces armées, et à l'époque, le discours était au sein de l'armée israélienne, avec qui j'étais en contact, c'était de dire, voilà, il nous faut, ce qu'on veut, c'est sortir des bourbiers dans lesquels on était engagé. Il y avait le sud Liban, maintenant c'est la bande de Gaza, ce qui nous intéresse, c'est la Cisjordanie, et que finalement, que Gaza, on passe pas ça par perte et profit. Alors, et que s'il y a le Hamas qui se trouve là, ça bloque de toute façon. On ne va pas refaire l'histoire au-delà de ça, mais ce qui se passe ce soir, pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc minute par minute, on apprend comment les choses sont en train d'évoluer. Après le blocage, Israël vient de confirmer, il continue à assurer l'accord, et surtout le Hamas, le Qatar, l'Égypte donnent des signes selon lesquels les otages seraient maintenant en phase de libération. On va entendre en direct dans quelques instants le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Ce sont eux qui sont chargés de transporter les otages. La circonstance dramatique qu'on a suivie, et tous ces gens l'ont suivi, et ô combien avec intensité, c'est que les otages ont été amenés dans des ambulances, puis on les a fait ressortir. Parce que, a dit le Hamas, les critères de sélection, j'ai lu ça en bandeau sur votre chaîne, n'avaient pas été respectés. Le mot est terrible, évidemment. Le mot est terrible, franchement. Les convois, les critères de sélection, tout ça ne peut pas ne pas rappeler des... Mais enfin, aujourd'hui, franchement, je crois qu'il faut en effet prendre modèle sur cet officier de Tsahal qui vient de parler tout à l'heure. Patience, sang-froid, l'accord, rien que l'accord, et prier pour que ces otages israéliens, jusqu'au dernier, reviennent à la maison. Voilà, moi j'ai un bracelet là, que j'ai mis depuis le premier jour, quelques jours après le 7 octobre, et qui dit cela. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente au bracelet? On le voit ici, il est coloré. Il représente celles et ceux qui ont ce bracelet-là ont fait le serment de le garder jusqu'à ce que cette crise des otages affreuse, soit abominable, sans précédent, soit réglée. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le dernier otage vivant soit revenu à la maison, jusqu'à ce que chaque maman puisse serrer sa fille ou son fils dans ses bras. Voilà. Et c'est le sens de ce bracelet. Bernard Lévy, merci beaucoup.